comme j'étais électrochimiste, j'ai posé ma candidature dans les 2 grands départements des traitements de surface qui existaient, à Renault-Flin et à Peugeot. Enfin, c'était pas. Et à Peugeot-Poissy. Poissy m'a répondu qu'ils n'avaient pas de poste. Flin, ils cherchaient quelqu'un. Parce que les installations à ce moment-là venaient de prendre de l'expansion, etc. Donc, compte tenu des investissements qui ont été faits, bah, mon profil correspondait à ce qu'ils recherchaient. Et puis, du coup, je suis rentré à l'usine de Flin. J'ai tout de suite pris conscience que je me retrouvais dans l'usine avec tout ce qui était son passé. Ça, je le savais. Donc, mais en plus, je me retrouvais, et ça, je l'ai appris en discutant, dans le département qui était l'un des départements les plus réactionnaires, dirigé par un certain nombre de cadres et de chefs de département qui avaient joué un rôle extrêmement important dans la volonté de briser les grèves de mai-juin 68. La situation, elle est devenue beaucoup plus claire pour moi, donc c'est là que j'ai pris effectivement un certain nombre de décisions. C'est lorsqu'il y a eu le conflit de 71, la direction a tout mis en place pour que l'usine de Flins ne soit pas occupée. C'est-à-dire qu'elle a mobilisé les ingénieurs et cadres, les techniciens, les employés, donc pour faire masse et occuper l'usine à la place des ouvriers. Éclatent donc des événements où il y a affrontement aux portes de l'usine entre les ouvriers qui étaient appelés aussi bien par les organisations syndicales que par les organisations d'extrême gauche qui intervenaient sur l'usine donc, pour venir aux portes. Éclatent un certain nombre de bagarres et donc il y a un certain nombre d'agents de maîtrise et puis d'ingénieurs et cadres qui veulent en découdre absolument avec ceux qui sont de l'autre côté des grilles. Alors, ils emploient les lances à incendie, ils ont des pavés, ils ont etc. Donc, eux-mêmes, à ce moment-là, moi j'exprime d'abord physiquement, je reste au premier rang des cadres et de la maîtrise, mais les bras croisés. C'est-à-dire que je refuse de lancer ou de participer en quoi que ce soit à la bagarre. Et puis, dans des discussions entre ingénieurs et cadres, j'indique de manière très claire que je suis en désaccord complet. Alors, ce qui a déclenché, en plus, ma réaction la plus vive, c'est que j'ai assisté au fait qu'il y a un agent de maîtrise qui a balancé un pavé dans le pare-brise de la voiture d'un ouvrier qui aurait pu donner un accident particulièrement grave. Donc, alors là, je dis clairement, c'est des méthodes que, même si de l'autre côté, effectivement, on cherche l'affrontement, qu'on emploie ce genre de méthode sans mesurer du tout ce qu'on fait, j'ai exprimé complètement mon désaccord. Donc, j'ai été convoqué le lendemain par mon chef de département qui m'a dit écoutez, vous avez eu une attitude qui n'est pas acceptable, soit vous rentrez dans le rang et on vous mettra à l'épreuve, soit vous quittez l'usine, vous prenez votre compte. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, donc c'est pas possible de continuer notre collaboration. Donc j'ai immédiatement fait prendre contact par des camarades du PSU et de la CFDT en même temps avec la section syndicale CFDT de Renault-Flin, avec laquelle je n'avais pas de contact, je n'avais pas pris contact avec eux. Moi je me contentais, à part les événements que j'ai cités sur les jeunes ingénieurs et cadres, je me contentais de collectionner tous les tracts possibles et imaginables qui... à l'intérieur de l'usine de Flins pour essayer de voir qu'est-ce que j'allais faire compte tenu de tous ces éléments-là. Donc, et la section syndicale CFDT Renault-Flin, donc, par le biais de Paul Rousselin, donc son secrétaire général, qui m'a rencontré donc à 2 ou 3 reprises pendant la grève, pendant le lockout et puis la grève. Lui, il m'a dit moi, je leur ai demandé est-ce que vous êtes prêts à me défendre parce que je suis sûr que je vais subir la répression.
Donc, Paul Rousserin m'a dit, mais on n'a pas besoin de martyrs, hein, donc on prend nos responsabilités, hein, compte tenu de ce qui lui avait été dit sur le passé militant, et sur le passé et sur l'actuel à l'extérieur de l'usine, etc. On vous propose un mandat de délégué syndical. J'ai accepté, et puis je me suis mis en grève immédiatement. Donc, et la conséquence, c'est quand je suis rentré dans l'usine à la fin du conflit, donc je me suis retrouvé coincé dans un bureau avec la suppression de la quasi-totalité de mes activités professionnelles. J'ai basculé dans l'engagement syndical, la direction a précipité les choses en me transformant en permanent syndical en plus. Alors pendant des années, hein, alors que je n'avais pas d'activité professionnelle, donc, ou presque plus, dès que je dépassais mes heures de mandat, il me flanquait une sanction, enfin, c'était les sanctions financières, les mises à pied, etc. C'est complètement ridicule. Il y a eu toute une série de grèves successives, hein, qui ont marqué l'usine des Flins. Il y a eu 73, il y a eu 75, il y a eu 78, il y a eu 82, il y a eu 83. Donc l'usine de Flins était très fortement marquée par ce qu'on a appelé les révoltes des OS de l'automobile, et en particulier donc des OS immigrés. Puisque en fait sur les chaînes ils constituaient la majeure partie du personnel. Alors il y a eu un changement de configuration de l'usine, hein. J'ai dit précédemment qu'il y avait une part d'ouvriers immigrés avant 68. Il y a eu d'abord des Italiens, hein, sur Flins, puis ensuite ça s'est orienté vers une part de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord. Mais après 68, l'usine de Flins est passée en équipe. C'est-à-dire que les chaînes de montage ont tourné en 2/8, alors qu'auparavant, elles tournaient uniquement suivant l'horaire de la journée, en normal. Ça veut dire que l'usine de Flins va embaucher en très peu de temps, elle va doubler d'effectifs. Jusqu'à 77, elle va passer à plus de 20 000. Et il y avait même à un moment donné à la fois les 20-21 000 ouvriers, plus 3 000 ouvriers intérimaires, donc qui avaient un peu les mêmes caractéristiques d'ailleurs que les ouvriers qui avaient été embauchés dans l'usine. Donc il y a eu un recours extrêmement important, puisque ce qui avait été le recrutement du début de l'usine de Flins, qui était un peu de faire venir des ouvriers paysans, y compris d'ailleurs de la région de Rouen, enfin jusqu'à la région de Rouen, etc. Ça s'était complètement tari dans l'usine de Flins, et les licenciements qui étaient intervenus en 1960, hein, dans la suite de l'aventure américaine de la Dauphine aux États-Unis, avaient complètement dégradé l'image de Renault dans la population environnante. C'était plus, Renault ne représentait plus le même type de... Bon. Donc la nécessité de recruter des immigrés est rapidement apparue, hein, dans la première partie des années 60. Mais il y avait 10% de travailleurs immigrés au moment de 68. Avec le doublement des effectifs de l'usine, on va passer à 40% sur le total, mais sur les lignes de montage, ce sera 70%, 80%, et en plus avec une division du travail, c'est-à-dire que les postes les plus qualifiés sur chaîne vont être plus tenus par, je mets entre guillemets, les autochtones, tandis que les postes de travail répétitifs sur chaîne, etc., ce sont les immigrés, avec une part très importante des Marocains, qui vont être le principal apport, hein, au niveau ouvrier. Il y a des mineurs marocains du Pas-de-Calais à l'occasion de tous
ce qui se passait sur la disparition des mines donc, qui sont venues dans les usines automobiles. Et puis il y a eu le recrutement carrément au Maroc, hein, avec y compris d'ailleurs des événements qui ont marqué l'usine de Flins et puis moi je l'ai vécu de l'extérieur, hein, puisque à ce moment-là j'étais pas encore syndicaliste, hein, c'est ce que la base ouvrière sur Flins avait dénoncé autour du scandale de l'embauche et qui avait donné lieu donc à une action sur l'agence de Meulan. Et puis toute la publicité qui avait été faite sur le racket qui était organisé donc entre des éléments extérieurs à l'usine et quelques éléments intérieurs à l'usine, hein. Et l'action là de la base ouvrière a totalement contribué, même si ça a été très dur, hein, pour la VLR et la base ouvrière, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été condamnés ensuite, sont passés devant les tribunaux, etc. Mais par rapport à... Et puis il faut voir ce que disait la presse à l'époque sur la manière dont ont été caractérisés et ce que ça a eu comme conséquence sur la loi, y compris. Enfin bon... on était presque dans la logique des lois antiterroristes telles qu'on les met en place aujourd'hui, tellement ils étaient omnibulés par l'action qui a été menée par VLR sur l'agence de l'emploi de Meulan, qui était dans la mairie, hein, d'ailleurs, de Meulan. Enfin, ça fantasmait complètement dans les sphères dirigeantes sur ce que l'extrême gauche était capable de faire. Mais ceci étant, donc, il y avait eu, ça avait complètement contribué à la prise de conscience de ce trafic de l'embauche, puisque ensuite la justice l'a reconnu, les enquêtes de police ont abouti, celui qui s'était enfui en Espagne a fini par être condamné, etc. Donc c'est vraiment... et c'était... on peut dire que ça a joué un rôle sur le ressenti, hein, des ouvriers immigrés, sur l'apport des dénonciations, sur ce qu'ils subissaient. Donc, c'est-à-dire que cet élément-là. Les organisations syndicales, hein, moi j'ai interrogé, quand je suis devenu syndicaliste, hein, donc j'ai interrogé la CFDT, mais pourquoi vous n'avez pas réussi à faire aboutir cette histoire-là ? Pourquoi finalement c'est VLR, c'est la base ouvrière qui a été en mesure de le faire émerger, alors que vous entendiez parler de ça exactement de la même manière que eux, ils en avaient entendu parler aux portes de l'usine, etc., par le système qui avait été mis en place de contact, hein, avec le personnel, donc à l'occasion des distributions de tracts. Donc, ils ne voyaient pas par quel biais ils auraient pu arriver à faire en sorte que ça émerge et que les personnes qui étaient impliquées soient véritablement mis en exergue et puis ensuite condamnés. Donc les travailleurs immigrés sont devenus un élément fort de l'usine de Flins, avec une conscience, c'est pour ça que je citais ce qui s'était passé sur le trafic de l'embauche, que même si ils voulaient travailler, hein, ils venaient là pour travailler, etc., mais que ils pouvaient et ils risquaient fort de devenir complètement corvéables à merci, et ils le vivaient, que la direction de l'usine de Flins, et encore plus une partie de la hiérarchie, allait jouer sur la division entre eux. Donc, compte tenu de la diversité des nationalités. Et puis, alors est-ce qu'on peut dire que c'est le résultat du passé colonial, hein, de la France, etc., la réaction générale vis-à-vis des immigrés, si bien que
On s'est retrouvé, et c'est ce qui a été la cause des conflits donc de 73, c'est que la réalité vécue sur le terrain, donc dans un certain nombre de secteurs, faisait que les ouvriers considéraient qu'il fallait qu'ils rentrent en conflit avec la direction pour en fait améliorer leurs conditions. Alors le conflit de 73, lui, il a commencé d'ailleurs sur plusieurs ateliers dans des usines différentes, hein. Ce sont les ateliers des presses qui se sont mis en grève, donc à cause de la division hein, qui existait et des perspectives, vu la façon, bon je ne veux pas rentrer dans les détails sur ces éléments-là, mais vu la manière dont le travail était organisé dans les ateliers des presses, il y en avait une partie d'entre eux qui pouvaient en fait accéder à un certain nombre de postes et les autres pas du tout. Et donc, et le problème était le même dans plusieurs usines. En plus, c'était un travail extrêmement dur. Il y avait peu d'automatisation à ce moment-là. Le bruit des presses est un élément de contrainte qui est effectivement très très important. Donc, on est parti donc sur des conflits dans plusieurs usines sur les ateliers des presses, et puis ensuite, donc, une fois que des compromis qui sont apparus comme étant acceptables, donc d'autres secteurs de l'usine de Flins ont dit bah, c'était à leur tour de passer à l'action. Hein. Ça a été le cas pour la tôlerie et ça a été le cas pour la sellerie. Et donc, on a eu donc l'émergence des révoltes ouvrières. C'est là qu'est né le fait... alors, c'était une traduction politique hein, aussi, ne pas rester au Ouest toute sa vie. En fait, des revendications qui faisaient que... alors que les grilles de classification étaient des grilles qui divisaient énormément les ouvriers, de les réduire complètement. C'était aussi, et on va avoir des rebondissements, d'ailleurs en 78, y compris dans l'atelier des presses, hein, donc, puisque on ne va pas réussir à obtenir tout ce que les ouvriers souhaitaient, c'était le fait de pouvoir accéder aux professionnels premier échelon, donc c'était aussi la période où commençaient à apparaître de manière forte les demandes d'augmentation uniforme. Il y a deux éléments qui me paraissent intéressants de faire ressortir sur